de la crise chypriote. Alors, les défauts originels de l'euro, il y en a 4. L'euro s'est construit selon une architecture qui est assez inaccoutumée, dans la mesure où des États membres, vous savez aujourd'hui qu'ils sont 17, 11 à l'origine en 1999, 11 États membres de l'Union européenne ayant adopté l'euro comme monnaie commune et unique, 17 États membres aujourd'hui. Ces États ont accepté de continuer de gérer leur propre budget, leurs dépenses publiques, leur fiscalité, d'émettre de la dette publique pour financer leurs éventuels déficits, le déficit étant la différence entre une dépense et l'ensemble des recettes. Eh bien, ils ont accepté de gérer et d'émettre ces dettes publiques dans une monnaie qui n'était pas leur monnaie souveraine. Ils ont accepté l'idée de déléguer la création monétaire à une institution supranationale que l'on appelle la Banque centrale européenne. Ce qui signifie, vous le savez sans doute très certainement, que la Banque de France ne crée pas de la monnaie en France, la Bundesbank en Allemagne ne crée pas de la monnaie en Allemagne, c'est la Banque centrale européenne qui, de façon coordonnée, crée de la monnaie pour l'ensemble des banques et des citoyens de la zone euro. Ce qui signifie que nos États membres émettent de la dette publique dans une monnaie qu'ils ne maîtrisent pas, ce qui pourrait ne poser aucun problème, sauf si un doute s'instille dans la tête des marchés financiers, de ces opérateurs, dans la tête des épargnants, à savoir peut-être que la dette qui est créée en euros par l'économie grecque va un jour devenir une dette exprimée dans une devise si par malheur la Grèce venait à quitter la zone euro. Donc nous sommes confrontés à des États membres qui émettent de la dette dans une monnaie commune qui pourrait éventuellement devenir une monnaie étrangère, si jamais il y avait un changement institutionnel avec une sortie de la zone euro. Alors évidemment, quand on construit l'euro, on ne se pose pas la question de la sortie de la zone euro. Institutionnellement, rien n'est prévu pour organiser la sortie de la zone euro. Parce qu'évidemment, on a l'impression qu'il ne faut pas parler des choses qui fâchent et il faut rester optimiste. Malheureusement, on est là confronté à un défaut aujourd'hui de la construction européenne, dans la mesure où les opérateurs de marché financiers ont pu craindre que la dette grecque ou que la dette chypriote devienne une dette exclusivement extérieure, exprimée dans une monnaie étrangère, avec des monnaies, la drachme et la pound, ou la sterling, je ne sais plus, chypriote, qui redeviendraient les monnaies nationales avec une perte de valeur, ce qui provoquerait une crise encore plus intense. Alors pourquoi est-ce que les Européens ont eu l'idée, donc les chefs d'État et de gouvernement, leurs conseillers, pourquoi ont-ils eu l'idée d'avoir ces budgets nationaux sans souveraineté monétaire? L'idée sous-jacente, c'est que pour qu'une monnaie soit crédible, il faudrait qu'elle soit gérée par un banquier central qui soit indépendant du pouvoir politique. Et il serait encore mieux que ce banquier central indépendant du pouvoir politique, donc ne subissant pas les pressions des hommes et des femmes politiques, soit connu comme une personnalité conservatrice. Conservatrice signifiant que ce banquier central-là est connu pour détester l'inflation, est connu pour avoir des positions extrêmement rigides sur la stabilité des prix. La stabilité des prix, c'est l'élément central de la crédibilité d'une monnaie. Si les prix sont stables, la monnaie sera stable. Donc si vous déléguez le pouvoir monétaire à ce banquier central conservateur, vous gagneriez en crédibilité, vous améliorerez la réputation du banquier central, et le gain qu'on en attend, c'est que les taux d'intérêt qui vont être fixés par cette banque centrale crédible vont être faibles, parce que si la monnaie est crédible, le placement dans une monnaie crédible peut être réalisé à des taux plus faibles que dans une monnaie qui ne serait pas crédible du tout, parce qu'on craindrait sa perte de valeur. Donc, l'indépendance des banques centrales, c'est un peu l'explication derrière ce premier défaut de constitution de l'euro. On crée de la dette publique sans maîtriser la création monétaire. Deuxième défaut, l'absence de prêteurs en dernier ressort. Il n'existe pas, en pratique, il existe pratiquement en théorie désormais, j'y reviendrai, il n'existe pas en pratique d'institution
capable de garantir intégralement les dettes publiques des États membres. Donc on a un système européen dans lequel les États émettent une dette publique dans une monnaie qu'ils ne gèrent pas, et une banque centrale qui gère la monnaie, mais à qui on a interdit de financer les dettes publiques par création monétaire. Absence de monétisation des dettes publiques. Quand les banques centrales étaient dépendantes du pouvoir politique, je l'ai connu, vous l'avez connu, puisque jusqu'en 1993, la Banque de France était dépendante du pouvoir politique. Donc l'indépendance des banques centrales, c'est un phénomène extrêmement récent du point de vue historique. La Banque d'Angleterre a été indépendante du pouvoir politique à partir de 1997. Mais avant cela, avant 1993 en France, avant 1997 en Angleterre, le ministre de l'économie et des finances peut très bien prendre son téléphone et appeler le gouverneur en lui disant « Voilà, on a un problème d'endettement, il va nous falloir créer de la monnaie. Je compte sur vous. » Et il raccroche. Il est dans la possibilité, cet homme ou cette femme politique, ministre de l'économie et des finances, de pousser au financement monétaire de la dette publique. Quand on est en indépendance des banques centrales, cela ne peut plus se produire. Mais il a fallu s'assurer que l'institution commune qui gère l'euro, la Banque centrale européenne, ne pourrait pas être soumise à une pression commune ou individuelle des différents États membres de la zone euro. Donc on a une disposition du traité de Maastricht, qui est maintenant le traité de l'Union européenne, consolidé, qui interdit a priori à la Banque centrale européenne de financer par création monétaire la dette publique des États membres. On ne peut pas voir la Banque centrale acheter directement de la dette publique émise par les États membres. C'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que la Banque centrale européenne peut acheter sur les marchés secondaires de la dette publique, mais pas sur les marchés primaires. Ce qui signifie que lors de l'émission de la dette, la Banque centrale ne peut pas s'en porter acquéreuse. Pour cela, elle doit passer par l'intermédiaire des banques privées, et c'est une des raisons pour lesquelles elle a créé autant de liquidités, autant de prêts vers les banques privées, qui dès lors peuvent acquérir les dettes nouvellement émises, et puis, sur le marché secondaire, revendre ces dettes acquises directement, les revendre à la Banque centrale. Donc c'est un élément qui va être très problématique dans la mesure où s'il n'y a pas de prêteur en dernier ressort, il n'y a pas de garantie sur les dettes des États membres. Les opérateurs de marché financiers, en cas d'augmentation trop grande des dettes publiques de l'un ou l'autre des États membres, peuvent légitimement se poser la question de savoir qui va rembourser. La réponse, personne. Institutionnellement, personne. Troisième défaut, les Européens, lors des discussions sur le traité de Maastricht, on est à la fin des années 80, au début des années 90, ont voulu s'assurer que pour protéger l'indépendance de la Banque centrale des pressions que pourraient faire peser sur eux ou sur elles les chefs d'État et de gouvernement, leurs ministres de l'économie et des finances, il faudrait en plus imposer à ces gouvernements de limiter leur déficit et leur dette publique. Du coup, on va voir disparaître le fameux biais inflationniste selon lequel les gouvernements auraient toujours une incitation à dépenser plus qu'ils n'ont de recettes, à s'endetter plutôt qu'à se désentêter. Donc on a là une lecture extrêmement conservatrice et très critique de l'action publique. Pascal évoquait les thèmes de l'année prochaine. Vous allez être dans une logique, si vous poursuivez vos conférences ici, dans une logique plus microéconomique. Mais du point de vue macroéconomique, l'idée sous-jacente, c'est que l'action publique est sans intérêt, voire nocive. Et si on laisse libre les gouvernements d'augmenter leur déficit et leur dette publique, il va y avoir plus d'inflation parce qu'ils vont produire une demande excessive. Le problème qui se pose ici, c'est que j'écris qu'il s'agit de limites inadaptées, dans la mesure où il n'est pas automatique qu'une dépense publique soit improductive. Il est possible de prétendre le contraire, certaines dépenses publiques sont productives. Auquel cas, limiter sans en préciser l'affectation les dépenses publiques peut être nocif à l'activité économique. Il y a des pays qui ont des forts niveaux de déficit public dans la mesure où l'activité privée est en récession. Auquel cas, il peut y avoir une complémentarité entre l'action privée et l'action publique.
l'action publique peut engendrer une amélioration de l'action privée. C'est l'enjeu de l'action publique. Mais il peut se trouver très bien des situations dans lesquelles l'action publique nuit à l'action privée. Mais ça réclame quand même une analyse un peu plus fine que des limites intangibles, inflexibles au déficit public, sans se soucier de ce qui compose ces déficits publics. De quelles dépenses parle-t-on? De quelles recettes parle-t-on? Du coup, on s'est auto-flagellé et auto-limité dans nos pratiques budgétaires, alors que dans le reste du monde, aucun pays ne dispose des mêmes limites sur ses déficits et des dettes publiques, et ses dettes publiques. Et dernier défaut, eh bien, l'absence totale de réflexion sur la convergence en termes réels de nos économies avant qu'on adopte l'euro. L'idée sous-jacente étant, on va voir les États européens converger en termes nominaux, c'est-à-dire avoir des taux d'inflation proches les uns des autres, des taux d'intérêt nominaux sur l'épargne, sur la dette, proches les uns des autres, et tout cela devrait aboutir à une stabilité, à une homogénéité de nos économies et permettre d'aboutir à une convergence réelle. Mais malheureusement, pour entrer dans la zone euro, il n'y a aucun critère réel. Il ne faut pas avoir convergé sur les mêmes taux de chômage, par exemple. Et si on ne converge pas préalablement sur les mêmes taux de chômage, avant d'adopter l'euro, et qu'on a des pays avec un fort taux de chômage, des pays avec un taux de chômage bas, les pressions sur les salaires vont être différentes. Si le chômage est bas, les pressions sur les salaires risquent d'être à la hausse. Si la productivité ne suit pas, si elle n'a pas augmenté, il se pourrait très bien que des salaires plus élevés impliquent des coûts plus élevés pour les entreprises, donc des prix plus élevés. Si vous prenez un pays avec un chômage important, les pressions sur le salaire seront moindres, le coût du travail devrait être moindre, et on devrait assister du coup à une divergence réelle de ces deux économies, celle qui a un faible taux de chômage, celle qui a un grand taux de chômage, tout simplement parce qu'elles sont parties de situations qui étaient déjà hétérogènes. On n'a pas réglé cette question avant de voir rentrer les États membres dans la zone euro, et on va voir ensemble que pendant qu'ils étaient dans la zone euro, leurs situations ont continué de diverger, et qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir une monnaie unique que l'on partage entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la France et Chypre. La France et l'Allemagne ont déjà des différences importantes, mais alors c'est sans compter avec les différences entre la France et Chypre. Du coup, ça va poser le problème de la façon dont on gère nos divergences.